le milliardaire ne voulait danser avec personne, jusqu'à ce que la femme de ménage s'approche de lui et murmure à son oreille « Monsieur Delacroix, votre mère aurait voulu que vous dansiez ce soir. » Ces mots traversèrent le cœur d'Alexandre Delacroix comme une lame glacée, réveillant des souvenirs qu'il avait enfouis au plus profond de son âme depuis des années. La soirée de gala battait son plein dans les somptueux salons de l'hôtel particulier des Delacroix, avenue Foch. Les lustres en cristal de baccarat projetaient 1000 feux sur l'assemblée d'invités prestigieux, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Ambassadeurs, industriels, stars du cinéma et de la mode évoluaient avec grâce sur le parquet ciré, leur rire cristallin se mêlant aux notes du quatuor à cordes qui interprétait du Vivaldi dans un coin du grand salon. Alexandre, impeccable dans son smoking Armani noir, se tenait debout près de la cheminée en marbre de Carrare, un verre de champagne Krug à la main qu'il n'avait pas touché depuis 1 heure. À 35 ans, Alexandre Delacroix était l'un des hommes les plus riches et les plus convoités d'Europe. Héritier d'un empire financier bâti par son grand-père, il avait multiplié par 10 la fortune familiale grâce à ses investissements audacieux dans les nouvelles technologies et l'immobilier de luxe. Son visage aux traits ciselés, ses cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes et ses yeux d'un bleu acier faisaient tourner toutes les têtes. Pourtant, derrière cette façade parfaite, se cachait un homme profondément blessé, incapable de faire confiance et de laisser quiconque s'approcher de son cœur. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous d'Alexandre jusqu'à présent? Intrigant ou trop mystérieux? Depuis la mort tragique de sa mère dans un accident de voiture 10 ans plus tôt, Alexandre s'était construit une carapace impénétrable. Il dirigeait ses affaires d'une main de fer, multipliant les conquêtes amoureuses sans jamais s'attacher, collectionnant les trophées et les succès comme autant de remparts contre la souffrance. Cette soirée caritative qu'il organisait chaque année en mémoire de sa mère n'était pour lui qu'une obligation sociale, un moyen de redorer son image publique tout en reversant une partie de ses bénéfices à des œuvres de bienfaisance. Plusieurs femmes s'étaient déjà approchées de lui ce soir-là, toutes plus belles et sophistiquées les unes que les autres. Lady Pemberton, l'épouse d'un lord anglais, avait tenté de l'attirer sur la piste de danse avec ses charmes aguicheurs. La comtesse italienne Francesca Di Marco avait usé de tout son pouvoir de séduction pour obtenir ne serait-ce qu'un regard de sa part. Même la célèbre actrice française Céleste Moreau, star des derniers films à succès, avait essuyé un refus poli mais ferme. Alexandre déclinait toutes les invitations avec la même courtoisie glaciale, se contentant de conversations superficielles sur les affaires ou la politique, gardant soigneusement ses distances avec chacun. « Monsieur refuse de danser ce soir ?» avait plaisanté son ami et associé Pierre Monclerc, en s'approchant de lui avec 2 coupes de champagne. « Toutes les plus belles femmes de Paris sont à vos pieds, et vous restez là, immobile comme une statue. Votre mère n'aurait pas apprécié de vous voir bouder ainsi. » Alexandre avait lancé un regard noir à son ami. « Ne mêle pas ma mère à ça, Pierre. Tu sais très bien pourquoi j'organise cette soirée, c'est purement protocolaire. » Sa voix était froide, tranchante comme une lame d'acier. Pierre avait levé les mains en signe de reddition, connaissant trop bien le tempérament volcanique de son ami, pour insister davantage. C'est à ce moment précis que Léa Martin était apparue dans son champ de vision. Pas de manière spectaculaire, pas avec l'éclat tapageur des autres femmes présentes ce soir-là. Non, elle était simplement sortie discrètement de l'office, un petit plateau d'argent à la main pour venir récupérer les verres vides abandonnés sur les guéridons en acajou. Léa travaillait comme femme de ménage pour l'entreprise de nettoyage qui s'occupait de l'entretien de l'hôtel particulier des Delacroix depuis maintenant 3 ans. À 28 ans, Léa Martin n'avait rien en commun avec les invités de cette soirée prestigieuse. Vêtue de son uniforme noir et blanc impeccablement repassé, ses cheveux châtain clair tirés en un chignon strict, elle évoluait avec une grâce naturelle entre les convives, invisible aux yeux de la plupart d'entre eux. Pourtant, Alexandre l'avait remarqué dès le début de la soirée. Il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir, dans la délicatesse de ses gestes, dans l'attention qu'elle portait aux moindres détails qui l'intriguait malgré lui. Léa était née dans une petite ville de province, fille unique d'un ouvrier et d'une institutrice. Après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, elle avait rêvé de faire des études de littérature à la Sorbonne. Mais la maladie de son père et les difficultés financières de sa famille l'avaient contrainte à abandonner ses projets d'université pour travailler. Elle était montée à Paris à 20 ans,
avec pour seul bagage un sac de voyage et une détermination à toute épreuve. Les premiers mois avaient été difficiles. Petit boulot précaire, studio minuscule sous les toits dans le 20e arrondissement, fin de mois difficile. Puis elle avait trouvé ce travail chez Prestige Nettoyage, une entreprise spécialisée dans l'entretien des demeures de luxe. Au fil des années, Léa s'était forgé une réputation d'employée modèle. Ponctuelle, méticuleuse, discrète, elle connaissait les habitudes de chaque client, anticipait leurs besoins sans jamais se faire remarquer. Elle avait appris à rendre invisible sa présence, à évoluer comme une ombre dans ces univers dorés qui n'étaient pas les siens. Pourtant, derrière sa façade, effacée, Léa possédait une intelligence vive et une sensibilité à fleur de peau. Elle observait, écoutait, comprenait les non-dits et les blessures cachées derrière les masques de politesse. Chez les Delacroix, elle avait rapidement compris que l'immense fortune ne suffisait pas à combler le vide laissé par l'absence. Elle avait appris à connaître Alexandre sans jamais lui avoir adressé la parole autrement que par des « bonjour monsieur » et « bonne soirée monsieur », polis et respectueux. Elle l'avait vu rentrer tard le soir. Épuisée par ses journées de travail acharné, elle l'avait entendu faire les 100 pas dans son bureau lors de coups de téléphone tendus avec ses associés. Elle avait remarqué qu'il ne touchait jamais aux plats raffinés que lui préparait sa cuisinière, se contentant souvent d'un café noir et d'un croissant sur le pouce. Mais surtout, elle avait observé le rituel immuable qui se répétait chaque soir. Avant de monter se coucher, Alexandre se rendait toujours dans le petit salon bleu du premier étage, celui que sa mère affectionnait particulièrement. Il y restait quelques minutes, immobile devant le portrait d'Isabelle Delacroix peint par un maître de l'école de Paris, puis remontait dans ses appartements sans un mot. Léa avait compris que derrière la carapace de l'homme d'affaires impitoyable se cachait un fils meurtri qui n'avait jamais fait le deuil de sa mère. Ce soir-là, en voyant Alexandre refuser une énième invitation à danser, Léa avait senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaissait l'histoire d'Isabelle Delacroix, cette femme exceptionnelle qui avait consacré sa vie aux œuvres caritatives et qui organisait chaque année un bal somptueux dans cette même demeure pour récolter des fonds pour les enfants défavorisés. La mère d'Alexandre adorait danser. C'était un secret de polichinelle parmi le personnel de maison. Henriette, la vieille gouvernante qui avait élevé Alexandre et qui travaillait encore pour la famille, ne se lassait pas de raconter comment Madame Isabelle transformait chaque réception en une soirée magique, entraînant tous ses invités dans des valses endiablées jusqu'au petit matin. Elle dansait comme un ange, cette femme, avait confié Henriette à Léa un jour où elles préparaient ensemble les salons pour une réception. Monsieur Alexandre tenait ça d'elle, vous savez. Quand il était petit, il suivait des cours de danse classique et de danse de salon. Il était si doué, mais depuis l'accident, il ne danse plus jamais. C'est comme si une partie de lui était morte avec sa mère. Léa avait ressenti une émotion profonde en entendant ces mots. Elle imaginait le petit garçon qu'avait été Alexandre, apprenant les pas de valse sous le regard bienveillant de sa mère, riant aux éclats, en trébuchant sur ses petits pieds maladroits. Cette image contrastait violemment avec l'homme froid et distant qu'il était devenu. Alors ce soir-là, en le voyant planté près de la cheminée, refusant obstinément toutes les invitations à danser lors d'une soirée organisée en mémoire de sa mère qui adorait danser, Léa avait senti une impulsion irrésistible monter en elle. Sans réfléchir aux conséquences de son geste, elle avait posé son plateau sur une desserte et s'était dirigée vers lui d'un pas déterminé. Les invités étaient trop occupés par leurs conversations et leurs intrigues mondaines pour prêter attention à une simple femme de ménage. Léa s'était approchée d'Alexandre par le côté, profitant d'un moment où Pierre Monclerc s'était éloigné pour saluer d'autres convives. Elle s'était penchée vers lui, assez près pour que seul lui puisse l'entendre, et avait murmuré ces mots qui allaient bouleverser le cours de cette soirée. « Monsieur Delacroix, votre mère aurait voulu que vous dansiez ce soir. » La réaction d'Alexandre avait été immédiate et violente. Il s'était retourné vers elle avec une brutalité qui avait fait trembler sa coupe de champagne dans sa main. Ses yeux bleus s'étaient plissés, son visage s'était durci, jusqu'à devenir un masque de marbre glacé. Léa avait cru un instant qu'il allait l'invectiver, peut-être même la faire renvoyer séance tenante, mais quelque chose dans son regard, une lueur de surprise mêlée à une douleur profonde, l'avait retenu. « Qui vous donne le droit de me parler de ma mère ?» avait-il sifflé entre ses dents, sa voix si basse que seule Léa pouvait l'entendre. « Vous ne la connaissiez même pas. » Léa avait soutenu son regard sans ciller, puisant dans ses réserves de courage
pour ne pas reculer devant la colère qu'elle lisait dans ses yeux. « Non, monsieur, je ne l'ai pas connue personnellement, mais je vis dans cette maison 3 jours par semaine depuis 3 ans. J'ai entendu Henriette et les autres membres du personnel parler d'elle avec tant d'amour et d'admiration. Je sais qu'elle organisait ses soirées caritatives avec passion, qu'elle adorait danser et faire danser les autres. Je sais aussi qu'elle aurait été triste de voir son fils refuser de perpétuer cette tradition avec joie. » Alexandre avait accusé le coup. Les mots de Léa avaient touché juste, trop juste. Il avait ouvert la bouche pour répliquer, pour remettre cette impertinente à sa place, mais aucun son n'était sorti. Devant lui se tenait une jeune femme au visage délicat, encadrée de quelques mèches châtaines, échappées de son chignon strict. Ses yeux noisettes le regardaient avec une sincérité désarmante, sans la moindre trace de calcul ou d'intérêt personnel qu'il lisait habituellement dans les regards des femmes qui l'approchaient. « Vous avez beaucoup d'audace pour une... » avait-il commencé, mais Léa l'avait interrompu d'une voix douce mais ferme. « Pour une femme de ménage ?» avait-elle complété sans agressivité. « C'est vrai, monsieur Delacroix. Je nettoie vos parquets et je fais briller vos argenteries. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Votre mère était une femme exceptionnelle, d'après tout ce que j'en ai entendu. Elle mérite mieux qu'une commémoration froide et protocolaire. » Le silence s'était installé entre eux, lourd de tension et d'émotions contenues. Autour d'eux, la fête continuait, insouciante et bruyante. Le quatuor à cordes entamait maintenant une valse de Strauss, et plusieurs couples évoluaient déjà sur la piste de danse improvisée au centre du grand salon. Alexandre sentait les battements de son cœur s'accélérer, non pas de colère cette fois, mais d'une émotion qu'il n'arrivait pas à identifier. « Et que proposez-vous exactement ?» avait-il demandé d'une voix étrangement rauque. Léa avait inspiré profondément, consciente qu'elle s'apprêtait à franchir une ligne qu'elle n'aurait jamais dû approcher. « Dansez avec moi, monsieur Delacroix. Une seule danse, en mémoire de votre mère. Montrez à tous ses invités que vous portez sa passion. En vous, que son héritage ne se limite pas aux œuvres caritatives, mais englobe aussi la joie de vivre qu'elle incarnait. » Alexandre avait failli éclater de rire, tant la proposition lui paraissait absurde. Lui, danser avec la femme de ménage devant tout le gratin parisien, c'était impensable, ridicule, totalement contraire aux conventions sociales dans lesquelles il évoluait. Pourtant, quelque chose dans les paroles de Léa avait réveillé en lui des souvenirs enfouis. Il revoyait sa mère, radieuse dans sa robe de soirée bleu nuit, l'entraînant dans une valse improvisée dans le grand salon un soir d'hiver, où ils étaient seuls tous les deux. Il avait 15 ans et se plaignait que les cours de danse étaient ennuyeux. Isabelle avait ri de son rire cristallin et lui avait dit « Mon chéri, la danse n'est pas qu'un art, c'est une façon de communiquer avec l'âme. Quand on danse vraiment, on oublie tout le reste et on ne fait plus qu'un avec la musique et son partenaire. C'est magique. Vous êtes complètement folle, avait-il murmuré. Mais il y avait maintenant une douceur dans sa voix qui n'y était pas quelques minutes plus tôt. Peut-être, avait répondu Léa avec un sourire timide. Mais parfois, il faut un peu de folie pour honorer la mémoire de ceux qu'on aime. Votre mère n'était-elle pas un peu folle, elle aussi, de consacrer sa vie aux autres avec tant de générosité? Alexandre avait fermé les yeux un instant, luttant contre les émotions contradictoires qui l'assaillaient. La colère avait cédé la place à une curiosité grandissante, mêlée d'un trouble qu'il ne voulait pas s'avouer. Cette femme qu'il n'avait jamais vraiment regardée, qu'il considérait comme faisant partie du décor au même titre que les meubles et les tableaux, venait de faire vaciller en quelques mots l'armure qu'il s'était construite au fil des années. « Je ne danse plus depuis... » avait-il commencé, puis s'était interrompu, incapable de terminer sa phrase. « Depuis la mort de votre mère, » avait complété Léa avec une infinie délicatesse. « Je sais, monsieur Delacroix, Henriette me l'a dit. Mais ne pensez-vous pas qu'elle aurait voulu que vous continuiez à danser? Qu'elle aurait voulu que vous portiez en vous cette joie qu'elle vous a transmise ?» Les mots de Léa résonnaient dans l'esprit d'Alexandre comme un écho lointain de la voix de sa mère. Il se souvenait maintenant d'une conversation qu'ils avaient eue quelques semaines avant l'accident. Isabelle lui avait fait promettre de ne jamais laisser la tristesse l'envahir si elle venait à disparaître. « La vie est trop courte et trop précieuse pour la gaspiller dans la mélancolie, mon chéri, » avait-elle dit en lui caressant les cheveux. « Promets-moi de toujours danser, même quand je ne serai plus là pour t'accompagner. » Alexandre avait promis, comme on promet tout à sa mère quand on a 25 ans et qu'on se croit immortel. Mais la promesse s'était brisée en même temps que sa vie le soir où il avait appris la nouvelle de l'accident. Depuis 10 ans, il n'avait plus jamais dansé, refusant catégoriquement toutes les invitations,
fuyant les soirées dansantes, allant même jusqu'à éviter les mariages de ses amis les plus proches. « Une danse », avait-il dit soudain, sa propre voix lui paraissant étrangère. « Une seule. Et après, vous retournez à votre travail et vous oubliez cette conversation. » Le visage de Léa s'était illuminé d'un sourire si radieux qu'Alexandre en avait eu le souffle coupé. Pour la première fois, il la voyait vraiment, remarquant la finesse de ses traits, l'éclat doré de ses yeux noisettes, la grâce naturelle de ses mouvements. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme, pas avec l'éclat sophistiqué des femmes qui gravitaient habituellement dans son cercle, mais elle possédait quelque chose de plus rare, une beauté authentique, naturelle, qui venait de l'intérieur. « Merci, monsieur Delacroix », avait-elle murmuré, et il y avait tant de gratitude sincère dans sa voix qu'Alexandre avait senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Il avait posé sa coupe de champagne sur le manteau de la cheminée et lui avait tendu la main. Léa avait hésité un instant, consciente de la transgression sociale qu'elle était sur le point de commettre, puis avait glissé sa main dans la sienne. La peau d'Alexandre était chaude et légèrement rugueuse, les mains d'un homme habitué à manier d'autre chose que des dossiers et des contrats, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Léa avait senti une décharge électrique remonter le long de son bras au contact de ses doigts. Il s'était dirigé vers la piste de danse au centre du salon, et peu à peu, les conversations s'étaient tues autour d'eux. Tous les regards s'étaient tournés vers ce couple improbable, le milliardaire le plus en vue de Paris et une simple employée de maison. Les murmures avaient commencé à s'élever, mélange de stupéfaction et de curiosité mondaine. Certains invités avaient sorti discrètement leur téléphone portable, pressentant qu'ils étaient en train d'assister à un événement qui ferait parler tout Paris dès le lendemain. Alexandre avait senti tous ces regards pesant sur eux, mais pour la première fois depuis des années, il s'en moquait éperdument. Il avait placé sa main droite sur la taille de Léa, elle avait posé sa main gauche sur son épaule, et ils s'étaient trouvés face à quelques centimètres l'un de l'autre. Léa sentait le parfum discret d'Alexandre, un mélange de bergamote et de cèdre qui lui donnait envie de fermer les yeux et de s'abandonner à cette proximité troublante. « Vous savez danser ?» avait-il demandé d'une voix basse, réalisant soudain qu'il n'en savait rien. « Un peu », avait-elle répondu avec modestie. « Ma mère m'a appris quand j'étais petite. Elle disait que savoir danser était l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à une petite fille. » Alexandre avait hoché la tête, ému malgré lui par cette confidence. Le quatuor à cordes entamait maintenant une valse lente et mélancolique, parfaite pour cette première danse qu'il s'apprêtait à effectuer depuis 10 longues années. Il avait fermé les yeux un instant, laissant la musique l'envahir, retrouvant instinctivement les gestes appris dans sa jeunesse. Les premières mesures avaient été hésitantes, maladroites même. Alexandre avait oublié à quel point il fallait se laisser porter par la mélodie, faire confiance à son partenaire, synchroniser ses mouvements avec ceux de l'autre. Mais peu à peu, la mémoire du corps avait repris le dessus. Ses pieds avaient retrouvé le rythme, ses épaules s'étaient décontractées, sa main avait guidé Léa avec une assurance grandissante. Léa, de son côté, se laissait porter par la musique et par la force tranquille d'Alexandre. Elle qui avait l'habitude de rester dans l'ombre, de se faire oublier, se retrouvait soudain au centre de tous les regards, dansant dans les bras de l'homme le plus désirable de Paris. C'était à la fois grisant et terrifiant. Elle sentait la chaleur du corps d'Alexandre contre le sien, percevait les battements de son cœur qui s'accéléraient au rythme de la valse, remarquait la façon dont ses traits se détendaient à mesure qu'il se laissait emporter par la danse. Autour d'eux, l'assemblée des invités observait ce spectacle inédit avec un mélange de fascination et de perplexité. Pierre Monclerc, qui connaissait Alexandre depuis l'enfance, n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu son ami danser depuis la mort d'Isabelle, et encore moins avec une parfaite inconnue. Lady Pemberton pinçait les lèvres de dépit, comprenant qu'elle venait d'assister à quelque chose d'exceptionnel qu'elle n'avait pas su provoquer malgré tous ses efforts de séduction. La comtesse Di Marco murmurait des commentaires acides à l'oreille de ses voisines, incapable de comprendre ce qui avait pu pousser Alexandre Delacroix à accorder à une domestique ce qu'il avait refusé à toutes les femmes de la haute société présentes ce soir. Mais Alexandre et Léa ne voyaient plus rien de tout cela. Ils évoluaient maintenant avec une grâce parfaite, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. La valse les portait, les élevait au-dessus des conventions sociales et des différences de classe. Dans cette bulle de musique et de mouvement, ils n'étaient plus que deux êtres humains partageant un moment de beauté pure.
Alexandre redécouvrait peu à peu les sensations qu'il avait enfouies depuis si longtemps. La légèreté de se laisser porter par la mélodie, le plaisir de sentir son corps en parfaite harmonie avec celui de sa cavalière, l'ivresse de voir le monde défiler autour de lui dans un tourbillon coloré. Mais surtout, il ressentait quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. Une émotion vraie, profonde, qui n'avait rien à voir avec les calculs et les stratégies qui gouvernaient habituellement sa vie. Léa, elle, vivait un rêve éveillé. Dans les bras d'Alexandre, elle se sentait belle, désirable, digne d'attention. L'homme qu'elle n'avait connu que distant et froid se révélait être un danseur exceptionnel, capable de la faire virevolter avec une élégance qui coupait le souffle. Elle lisait dans ses yeux bleus une émotion qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. Une vulnérabilité qui contrastait avec l'image de maître du monde qu'il cultivait habituellement. La valse touchait à sa fin. Mais aucun d'eux ne voulait que ce moment magique s'arrête. Alexandre avait fait tournoyer Léa une dernière fois, la ramenant contre lui avec une douceur infinie, et il s'était immobilisé au centre de la piste, les yeux dans les yeux, le souffle légèrement court. Autour d'eux, les applaudissements avaient éclaté. D'abord timides, puis de plus en plus nourris, mais ils ne les entendaient pas. « Merci », avait murmuré Alexandre, et il y avait dans ce simple mot tant de gratitude et d'émotion que Léa en avait eu les larmes aux yeux. « C'est moi qui vous remercie, monsieur Delacroix », avait-elle répondu d'une voix étranglée, « de m'avoir accordé cette danse. C'était magique. » Ils étaient restés ainsi quelques secondes de plus, comme suspendus dans le temps. Puis la réalité avait repris ses droits. Les invités s'étaient approchés. Les commentaires et les questions avaient fusé. Alexandre avait retrouvé son masque d'homme du monde, répondant aux curiosités avec son sourire poli habituel, expliquant qu'il avait simplement voulu honorer la mémoire de sa mère en dansant comme elle l'aurait souhaité. Léa, elle, avait discrètement regagné l'office, consciente que sa place n'était plus sur cette piste de danse maintenant que la magie était rompue. Elle avait repris son plateau et ses verres, vides, mais ses mains tremblaient légèrement et son cœur battait encore la chamade. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant, qu'elle venait de vivre quelque chose d'unique qui changerait à jamais sa vision de la vie et d'Alexandre Delacroix. Dans les jours qui suivirent cette soirée mémorable, l'écho de la danse d'Alexandre et Léa résonna bien au-delà des murs de l'hôtel particulier des Delacroix. Les journaux People s'emparèrent de l'histoire, publiant des photos floues prises par des invités indiscrets et des articles à sensation sur le milliardaire et la Cendrillon moderne. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains y voyant une belle histoire d'amour qui transcendait les barrières sociales, d'autres dénonçant un coup de communication habile pour redorer l'image d'Alexandre. Mais pour les deux principaux intéressés, les répercussions médiatiques importaient peu. Alexandre avait retrouvé le goût de la danse et, avec lui, une partie de lui qu'il croyait morte. Chaque soir, après ses journées de travail, il se rendait dans le grand salon et faisait jouer de la musique classique, dansant seul face au portrait de sa mère, retrouvant peu à peu la joie de vivre qu'Isabelle lui avait léguée. Léa, de son côté, continuait à venir travailler chez les Delacroix 3 fois par semaine comme si rien ne s'était passé, mais tout avait changé. Alexandre la saluait maintenant quand il la croisait dans les couloirs, s'enquérait de sa santé, lui demandait si elle avait besoin de quelque chose. Ces attentions, qui auraient pu paraître anodines à des observateurs extérieurs, représentaient pour Léa une révolution. Elle qui avait l'habitude d'être invisible se sentait soudain exister aux yeux de cet homme qu'elle admirait en secret depuis si longtemps. 1 mois après la soirée de gala, alors que Léa terminait de faire briller l'argenterie, dans la salle à manger, Alexandre était entré dans la pièce. Il portait un costume gris anthracite qui mettait en valeur ses yeux bleus, et Léa avait senti son cœur s'emballer, comme à chaque fois qu'elle le voyait. La première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Pourriez-vous m'accorder quelques minutes ? J'aimerais vous parler. » Léa avait posé son chiffon et s'était tournée vers lui, le cœur battant. « Bien sûr, monsieur Delacroix. Que puis-je faire pour vous ?» Alexandre avait hésité un instant, passant la main dans ses cheveux dans un geste qui trahissait une nervosité inhabituelle chez lui. « Je voulais vous remercier à nouveau pour ce que vous avez fait le soir du gala. Grâce à vous, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. » Il avait marqué une pause, cherchant ses mots. « Cette danse, elle a réveillé en moi des souvenirs précieux de ma mère. Vous aviez raison, elle aurait voulu que je continue à danser. » Léa avait senti une vague de chaleur l'envahir. « Je suis heureuse d'avoir pu vous aider, monsieur. Votre mère était une femme remarquable d'après tout ce que j'en ai entendu.
Elle méritait d'être honorée de la plus belle façon. « Alexandre » avait-il dit soudain. « Pardon ? Appelez-moi Alexandre. Après ce que nous avons partagé, les formalités me semblent déplacées. » Ses yeux bleus plongeaient dans les siens avec une intensité qui la troublait. « J'aimerais vous inviter à dîner, pour vous remercier convenablement. » Léa avait écarquillé les yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Vous m'invitez à dîner? Moi? Oui, vous. » Un sourire avait étiré les lèvres d'Alexandre, le premier vrai sourire que Léa lui voyait depuis qu'elle le connaissait. « Cela vous pose-t-il un problème? » « Non, bien sûr que non. C'est juste que... » Léa avait bafouillé, submergée par l'émotion. « Je ne comprends pas pourquoi vous... Pourquoi moi ?» Alexandre s'était approché d'elle, réduisant la distance qui les séparait. « Parce que vous êtes la première personne depuis des années à avoir eu le courage de me dire mes 4 vérités. Parce que vous avez réussi en quelques mots à faire ce que les plus grands psychologues n'avaient pas réussi à accomplir en 10 ans. Et parce que... » Il avait hésité, comme s'il s'apprêtait à franchir un seuil dangereux. « Parce que je n'arrête pas de penser à vous depuis cette soirée. » Le cœur de Léa s'était mis à battre si fort qu'elle était certaine qu'Alexandre pouvait l'entendre. « Monsieur, Alexandre, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Nous n'évoluons pas dans le même monde. Les gens vont parler, critiquer. Laissons les gens parler. » La voix d'Alexandre était ferme, déterminée. « J'ai passé 10 ans à me construire une prison dorée, à me couper de mes émotions pour éviter de souffrir. Cette nuit-là, vous m'avez montré que j'étais encore vivant. Je ne veux plus gâcher ma vie en me souciant de l'opinion des autres. » Léa avait baissé les yeux, tiraillée entre l'envie folle d'accepter et la raison qui lui dictait de refuser. « Et si nous découvrons que nous n'avons rien en commun en dehors de cette danse? Et si vous regrettez ?» Alexandre avait doucement relevé son menton, l'obligeant à le regarder. « Alors nous l'aurons au moins tenté, mais j'ai le pressentiment que nous avons beaucoup plus en commun que vous ne le pensez. » Il avait marqué une pause. « Acceptez-vous, Léa ?» Elle avait fermé les yeux un instant, pesant le pour et le contre, puis avait hoché la tête. « D'accord, j'accepte. » Le sourire qui avait illuminé le visage d'Alexandre à cet instant avait été si radieux que Léa avait compris qu'elle venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Leur premier dîner avait eu lieu 3 jours plus tard, dans un petit restaurant discret du 7e arrondissement, loin des établissements huppés que fréquentait habituellement Alexandre. Il avait voulu un endroit intime, où il pourrait parler sans être dérangé par les regards indiscrets et les photographes. Léa était arrivée vêtue de sa plus belle robe, une petite robe noire simple mais élégante qu'elle avait achetée dans une boutique de seconde main, et Alexandre avait été frappé par sa beauté naturelle. Au cours de ce dîner, ils avaient découvert qu'ils partageaient effectivement bien plus de choses qu'ils ne l'auraient imaginé. Tous deux aimaient la littérature classique, Léa ayant conservé sa passion pour les livres malgré ses études interrompues. Alexandre avait été surpris de découvrir l'étendue de sa culture et la finesse de ses analyses littéraires. Ils avaient de parler de Balzac et de Proust, de Baudelaire et de Verlaine, découvrant des sensibilités communes et des visions du monde qui se complétaient. Léa lui avait raconté son enfance en province, ses rêves d'université brisés par les circonstances, sa montée à Paris et ses premières années difficiles. Alexandre avait été touché par sa résilience, par la façon dont elle avait su transformer les épreuves en force intérieure. Il lui avait confié à son tour son enfance dorée mais solitaire, la pression constante de porter le nom des Delacroix, la difficulté de se construire une identité propre quand tout vous est donné d'avance. « Vous savez, » avait-il dit en triturant nerveusement sa serviette, « j'ai parfois l'impression d'être un imposteur. Tout le monde me voit comme un homme d'affaires brillant, mais la vérité, c'est que j'ai hérité d'un empire déjà constitué. Mon grand-père et mon père ont fait le plus gros du travail. Moi, je ne fais que perpétuer ce qu'ils ont construit. » Léa avait posé sa main sur la sienne par-dessus la table. « C'est faux, Alexandre. J'ai lu des articles sur vous dans les journaux économiques quand je faisais le ménage dans votre bureau. Vous avez multiplié par 10 la fortune familiale grâce à vos investissements. Vous avez créé des milliers d'emplois, révolutionné plusieurs secteurs d'activité. Ce n'est pas de la chance, c'est du talent et du travail acharné. » Alexandre avait été touché par la sincérité de ses paroles. Personne ne lui avait jamais parlé avec cette franchise bienveillante, sans arrière-pensée ni flatterie intéressée. Dans le monde où il évoluait, les compliments étaient souvent calculés, les critiques rarement exprimées ouvertement. Avec Léa, il avait l'impression de pouvoir être lui-même, sans masque ni artifice. Les semaines suivantes, ils avaient multiplié les rendez-vous secrets.
Alexandre emmenait Léa découvrir Paris sous un jour nouveau. Les petites galeries d'art de Montmartre, les bouquinistes des quais de Seine, les jardins secrets cachés dans les replis de la capitale. Léa lui faisait redécouvrir sa propre ville, avec les yeux émerveillés de celle qui n'avait pas eu le privilège de grandir dans cette beauté. Elle lui montrait des aspects de Paris qu'il n'avait jamais vus, les marchés populaires où elle faisait ses courses, les petits cafés de quartier où l'on pouvait passer des heures à refaire le monde autour d'un café serré. Leur conversation devenait de plus en plus intime. Alexandre lui parlait de ses angoisses nocturnes, de cette solitude qui le rongeait malgré sa réussite apparente, de sa peur de ne jamais être aimé pour lui-même, mais seulement pour sa fortune. Léa lui confiait ses doutes sur l'avenir, sa culpabilité de ne pas avoir pu terminer ses études, ses inquiétudes concernant ses parents vieillissants qu'elle aidait financièrement. Parfois, « Je me demande ce que je fais dans votre monde », lui avait-elle avoué un soir alors qu'il se promenait le long de la Seine. « J'ai l'impression d'être une intruse, de jouer un rôle qui ne me correspond pas. » Alexandre s'était arrêté de marcher et l'avait prise dans ses bras. « Mon monde n'a aucun sens sans vous, Léa. Vous me rendez meilleur, plus humain. Avec vous, je redécouvre ce que signifie vraiment vivre. » Ils s'étaient embrassés pour la première fois ce soir-là, sous les lumières dorées des lampadaires qui se reflétaient dans l'eau noire du fleuve. Ce baiser avait scellé quelque chose entre eux, une promesse tacite d'affronter ensemble les obstacles qui ne manqueraient pas de se dresser sur leur chemin, car les obstacles ne tardèrent pas à se manifester. La presse à scandale avait fini par avoir vent de leur relation. Des paparazzis les suivaient désormais, mitraillant leurs sorties de photos volées qu'ils vendaient ensuite aux magazines. Les gros titres fleurissaient dans les kiosques. Le milliardaire amoureux de sa femme de ménage, Cendrillon des temps modernes, la revanche de la domestique. Certains articles étaient bienveillants, d'autres nettement plus cruels, suggérant que Léa n'était qu'une arriviste profitant de la naïveté d'un homme en détresse. Ces attaques blessaient profondément Léa, qui avait toujours eu horreur d'être au centre de l'attention. Elle, qui appréciait la discrétion et l'anonymat, se retrouvait soudain scrutée, analysée, jugée par des milliers d'inconnus. Certains matins, elle n'osait plus sortir de chez elle, terrifiée à l'idée de tomber sur un photographe embusqué. L'entourage d'Alexandre n'était pas en reste. Pierre Monclerc, son ami et associé, avait tenté de le raisonner lors d'un déjeuner d'affaires. « Alexandre, ressaisis-toi. Cette histoire fait jaser tout Paris. Nos investisseurs commencent à s'inquiéter. Une liaison avec une employée de maison, ça ne fait pas sérieux. Pense à l'image de l'entreprise. » Alexandre avait claqué son poing sur la table, faisant trembler les verres. « L'image de l'entreprise ? Et mon bonheur personnel, qu'est-ce que tu en fais ? Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sens vivant, et tu voudrais que j'y renonce pour satisfaire quelques actionnaires frileux ? Je ne dis pas de renoncer, avait tempéré Pierre, mais sois plus discret. Vis ton histoire dans l'ombre, évite les sorties publiques. Au moins jusqu'à ce que les choses se tassent. Tu me demandes de la cacher comme si j'avais honte d'elle. » La voix d'Alexandre était montée dans les aigus. « Léa vaut 1000 fois toutes ces femmes superficielles que tu voudrais me voir épouser. Elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » La famille de Lacroix n'était pas plus tendre. La tante d'Alexandre, Marguerite de Belmont, douairière de la haute société parisienne, avait organisé un dîner familial dans le seul but de lui faire entendre raison. « Mon cher neveu, » avait-elle dit de sa voix pincée, « je comprends que cette jeune femme ait pu exercer un certain charme sur vous, mais songez à votre rang, à votre lignée. Les de Lacroix ne se mésallient pas. Votre grand-père se retournerait dans sa tombe s'il savait. » Alexandre avait reposé brutalement sa fourchette. « Mon grand-père était un homme de cœur avant d'être un homme d'affaires. Il aurait été le premier à apprécier Léa pour ses qualités. Quant à mon rang, comme vous dites, il ne m'autorise en rien à mépriser une femme exceptionnelle sous prétexte qu'elle gagne sa vie honnêtement. Mais enfin, Alexandre, soyez raisonnable !» s'était exclamée sa cousine Diane, épouse d'un banquier et pilier des œuvres charitables de l'arrondissement. « Cette fille ne connaît rien à notre monde. Comment pourrait-elle vous accompagner dans vos obligations sociales? Que dira-t-elle lors des dîners diplomatiques? Comment se comportera-t-elle? Face aux investisseurs internationaux, elle leur parlera avec son cœur et son intelligence, ce qui vaut tous les manuels de savoir-vivre, avait rétorqué Alexandre. Et si certains sont trop obtus pour reconnaître sa valeur, tant pis pour eux. Ces pressions familiales et sociales pesaient lourdement sur la relation naissante d'Alexandre et Léa. Elle sentait bien qu'elle était devenue un problème pour lui, un obstacle à sa carrière et à sa position sociale. Malgré les protestations d'Alexandre,
Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il ne finirait pas par se lasser de ces complications, par regretter de s'être engagé avec elle. Un soir, alors qu'ils dînaient dans l'appartement d'Alexandre, ils avaient renoncé au restaurant public à cause des paparazzis. Léa avait abordé le sujet qui la tourmentait. « Alexandre, je ne peux plus supporter de vous causer tous ces ennuis. Votre famille, vos amis, vos associés, tout le monde vous met en garde contre moi. Et s'ils avaient raison? Et si je n'étais vraiment pas faite pour votre monde ?» Alexandre avait posé ses couverts et l'avait regardée avec gravité. « Léa, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas faite pour mon monde, c'est vrai. Vous êtes 1000 fois mieux que mon monde. Vous avez une authenticité, une générosité, une intelligence du cœur que ces gens ne pourront jamais comprendre parce qu'ils ont oublié ce que signifie être vraiment humain. » Il s'était levé et était venu s'agenouiller devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne vous demande pas de changer pour vous adapter à eux, je leur demande de changer pour vous mériter. Et s'ils en sont incapables, alors nous construirons notre propre monde, ensemble. » Les yeux de Léa s'étaient embués de larmes. « Mais votre entreprise, votre famille, tout ce pour quoi vous avez travaillé, à quoi bon tout cela si je ne peux pas le partager avec la femme que j'aime ?» Alexandre avait marqué une pause, réalisant qu'il venait de prononcer des mots qu'il n'avait jamais dit à aucune autre femme. « Oui, Léa, je vous aime. Je vous aime avec une force qui m'effraie parfois, mais qui me rend aussi plus vivant que je ne l'ai jamais été. » Léa avait fondu en larmes, submergée par l'émotion. « Moi aussi je vous aime, Alexandre, de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais j'ai si peur que notre amour ne résiste pas aux pressions extérieures. Il résistera si nous le voulons vraiment. L'amour véritable ne connaît pas les classes sociales, Léa. Regardez mes parents. Mon père était duc, ma mère était la fille d'un médecin de campagne. Leur mariage avait fait scandale à l'époque, mais ils ont été heureux jusqu'à la fin. Cette révélation avait surpris Léa. Elle ignorait que la mère d'Alexandre n'était pas née dans l'aristocratie. Votre mère, elle aussi avait dû affronter les préjugés. Et comment? Alexandre avait souri à ce souvenir. Mon grand-père paternel avait même menacé de la déshériter s'il l'épousait. Mais mon père a tenu bon. Et finalement, ma mère avait conquis toute la famille par sa gentillesse et son intelligence. Elle était devenue la duchesse la plus aimée de sa génération. Cette histoire avait redonné espoir à Léa. Si la mère d'Alexandre avait réussi à s'imposer dans ce milieu hostile, peut-être pourrait-elle y arriver aussi. Mais elle savait que le chemin serait semé d'embûches et qu'il lui faudrait une force de caractère à toute épreuve. Les semaines passèrent et leur amour ne fit que se renforcer malgré les obstacles. Alexandre avait décidé de ne plus cacher leur relation. Il emmena Léa à l'opéra, aux premières théâtrales, au vernissage. Chaque sortie publique provoquait son lot de commentaires et de critiques, mais Alexandre affichait une sérénité olympienne, tenant fièrement le bras de Léa comme s'il était le plus heureux des hommes. Léa, de son côté, s'adaptait peu à peu à ce nouveau monde. Elle avait abandonné son travail de femme de ménage. Il était devenu impossible de continuer dans ces conditions et Alexandre l'avait encouragée à reprendre ses études. Elle s'était inscrite en cours du soir à la Sorbonne pour terminer sa licence de lettres, réalisant enfin le rêve de sa jeunesse. « Je ne veux pas devenir une femme entretenue », lui avait-elle expliqué. « J'ai besoin de me construire une identité propre, d'avoir mes propres projets. Si nous devons être ensemble, ce doit être d'égal à égal, pas dans une relation de dépendance. » Alexandre avait admiré cette détermination. C'était exactement pour cette force de caractère qu'il était tombé amoureux d'elle. Loin de vouloir profiter de sa fortune, Léa tenait à garder son indépendance et sa dignité. Un jour, elle lui annonça qu'elle avait trouvé un emploi à mi-temps dans une librairie spécialisée en littérature classique. « Le salaire n'est pas extraordinaire », avait-elle dit avec un sourire, « mais j'y serai dans mon élément, et cela me permettra de financer mes études sans dépendre de vous. » Alexandre avait été ému aux larmes par cette nouvelle. Léa aurait pu vivre dans l'oisiveté dorée, profiter de sa richesse pour mener une existence de loisirs, mais elle choisissait au contraire de se battre pour construire sa propre vie. Cette attitude ne faisait que renforcer son amour et son respect pour elle. 6 mois après leur première danse, Alexandre organisa une nouvelle soirée caritative, cette fois en l'honneur de sa future fondation pour l'aide aux jeunes en difficulté, un projet qu'il avait conçu avec Léa et qui leur tenait particulièrement à cœur. Cette soirée serait l'occasion de présenter officiellement Léa à la société parisienne, non plus comme la femme de ménage qui avait fait sensation, mais comme la compagne de sa vie. Léa avait longuement hésité sur la tenue à porter pour cette soirée cruciale. Finalement,
Elle avait choisi une robe de soirée bleu nuit, élégante sans être ostentatoire, qui mettait en valeur sa silhouette sans chercher à impressionner. Alexandre lui avait offert un collier de perles ayant appartenu à sa mère, geste symbolique qui l'avait profondément touché. « Ma mère aurait voulu que vous le portiez », lui avait-il dit en attachant le collier autour de son cou. « Elle aurait été fière de vous voir à mes côtés. » La soirée se déroula dans une atmosphère beaucoup plus détendue que la précédente. Léa, forte de l'amour d'Alexandre et de sa confiance retrouvée en elle, évoluait avec naturel parmi les invités. Elle engageait des conversations intelligentes, parlait avec passion du projet de fondation, répondait aux questions indiscrètes avec grâce et dignité. Beaucoup d'invités furent agréablement surpris de découvrir une femme cultivée, spirituelle, loin de l'image de la petite arriviste que certains médias s'étaient plu à véhiculer. Lady Pemberton elle-même dut reconnaître que Léa avait une certaine classe naturelle, compliment qui, dans sa bouche, équivalait à un satisfecit. Le moment le plus émouvant de la soirée fut celui où Alexandre prit la parole pour présenter officiellement la fondation. Cette fondation, déclara-t-il face à l'assemblée attentive, est née d'une rencontre d'une femme exceptionnelle qui m'a rappelé que la vraie richesse ne se mesure pas en action ou en propriété, mais en humanité et en générosité. Léa Martin, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, sera la directrice de cette fondation. Elle saura, j'en suis certain, lui donner l'âme et la mission qui lui permettront de changer des vies. Les applaudissements qui suivirent furent nourris et sincères. Léa sentit les larmes monter à ses yeux en voyant tous ces visages tournés vers elle avec respect et admiration. Elle qui avait été si longtemps invisible était maintenant reconnue, acceptée, respectée pour ce qu'elle était vraiment. Plus tard dans la soirée, quand la plupart des invités furent repartis, Alexandre et Léa se retrouvèrent seuls dans le grand salon où tout avait commencé. Le quatuor à cordes jouait encore, et Alexandre tendit la main à Léa avec un sourire complice. « M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle la directrice ?» Léa éclata de rire et glissa sa main dans la sienne. « Avec plaisir, monsieur le mécène. » Ils dansèrent comme au premier soir, mais cette fois sans contrainte, sans regard hostile, libres d'exprimer leur amour au grand jour. Autour d'eux, les derniers invités souriaient en les voyant évoluer avec cette complicité parfaite qui ne trompait personne. « Vous rendez-vous compte du chemin parcouru ?» murmura Alexandre à l'oreille de Léa. « Il y a 6 mois, vous étiez terrifié à l'idée de me demander une danse. Ce soir, vous dirigez ma fondation et vous dansez avec moi comme si nous avions fait ça toute notre vie. C'est grâce à vous, répondit Léa en se serrant contre lui. Vous m'avez donné confiance en moi. Vous m'avez poussé à réaliser mes rêves. Sans vous, je serais encore en train de nettoyer des parquets en rêvant d'une autre vie. Et sans vous, je serais encore cet homme amer et solitaire qui refusait de danser. » Alexandre la fit tournoyer une dernière fois. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, Léa. C'est ça, l'amour véritable. » La musique se tut et ils restèrent enlacés au milieu du salon, savourant ce moment de bonheur parfait. Demain, il y aurait encore des défis à relever, des préjugés à combattre, des projets à construire. Mais ce soir, ils étaient simplement heureux d'être ensemble, unis par un amour qui avait su transcender toutes les barrières. 1 an plus tard, jour pour jour après leur première danse, Alexandre demanda Léa en mariage. Il avait organisé la demande dans le petit salon bleu où reposait le portrait de sa mère, entouré de toutes les personnes qui comptaient vraiment pour eux. Henriette, la gouvernante qui pleurait de joie. Pierre Monclerc, qui avait fini par admettre qu'il s'était trompé sur Léa. Et même quelques membres de la famille qui avaient appris à l'apprécier. « Léa Martin », dit Alexandre en s'agenouillant devant elle, tenant dans ses mains un écrin contenant la bague de fiançailles de sa mère. « Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous être ma femme, ma complice, ma meilleure amie pour le reste de ma vie? Voulez-vous construire avec moi un monde où l'amour compte plus que les conventions, où le bonheur vaut tous les trésors ?» Léa ne put retenir ses larmes. « Oui, Alexandre. 1000 fois, oui. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard dans la chapelle familiale des Delacroix, suivi d'une réception somptueuse dans les jardins de l'hôtel particulier. Léa portait la robe de mariée d'Isabelle Delacroix, retouchée avec amour par les plus grands couturiers parisiens. Alexandre n'avait jamais été aussi beau, aussi radieux, aussi vivant. La première danse des mariés fut naturellement une valse, la même que celle qui avait scellé leur destin 1 an et demi plus tôt. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls sur la piste. Tous leurs invités les avaient rejoints, créant un tourbillon de bonheur et de couleurs sous les étoiles de cette soirée de juin. « J'espère que cette suite vous plaît.
N'hésitez pas à laisser un j'aime si l'histoire vous touche et dites-moi en commentaire, êtes-vous ému par l'évolution de cette relation? Que pensez-vous de la transformation de Léa? 5 ans plus tard, Alexandre et Léa Delacroix étaient devenus l'un des couples les plus respectés et admirés de Paris. La fondation qu'ils dirigeaient ensemble avait aidé des milliers de jeunes en difficulté à construire leur avenir. Léa avait terminé son master de littérature avec les félicitations du jury et donnait maintenant des conférences dans les universités sur l'importance de l'éducation comme outil d'émancipation sociale. Ils avaient eu 2 enfants, Isabelle, 4 ans, qui portait le prénom de sa grand-mère et avait hérité des yeux bleus de son père et de la détermination de sa mère, et Gabriel, 2 ans, petit garnement aux boucles châtaines qui faisait déjà tourner en bourrique sa nounou en réclamant sans cesse qu'on lui raconte l'histoire de papa et maman qui dansent, car cette histoire était devenue une légende dans la famille Delacroix. Chaque année, le soir de l'anniversaire de leur première danse, Alexandre et Léa organisaient un bal dans leur salon, invitant famille et amis à célébrer l'amour qui triomphe de tous les obstacles. Et chaque fois, ils ouvraient la soirée par cette même valse qui avait changé leur vie. Un soir, alors qu'ils regardèrent leurs enfants jouer dans le jardin, Léa se blottit contre Alexandre sur le banc où ils aimaient s'asseoir au coucher du soleil. « Avez-vous des regrets ?» lui demanda-t-elle, question qu'elle lui posait parfois dans ces moments de bonheur tranquille. « Un seul, » répondit Alexandre en l'embrassant sur le front. « Celui de ne pas vous avoir remarqué plus tôt. 3 ans que vous travailliez chez moi, 3 ans que le bonheur était sous mon nez sans que je le voie. Peut-être qu'il fallait que nous soyons prêts tous les deux, » philosopha Léa. « Vous n'auriez pas dansé avec moi si votre cœur n'avait pas été prêt à s'ouvrir à nouveau. Et moi, je n'aurais jamais eu le courage de vous approcher si je n'avais pas mûri, si je n'avais pas compris que l'amour vaut tous les risques. » Alexandre hocha la tête, songeur. « Ma mère disait toujours que les bonnes choses arrivent au bon moment. Elle avait raison, comme toujours. Elle serait fière de nous, vous croyez? J'en suis certain. Elle qui aimait tant danser, elle qui croyait au pouvoir de l'amour. Oui, elle serait fière de voir que nous avons transformé notre première danse en une vie entière de bonheur partagé. » Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent dans le ciel parisien, écoutant les rires de leurs enfants et savourant cette paix profonde qui n'appartient qu'à ceux qui ont su reconnaître l'amour véritable quand il frappe à leur porte. Car parfois, il suffit d'une danse pour changer une vie. Parfois, il suffit du courage d'une femme et de la vulnérabilité d'un homme pour que naisse une histoire d'amour éternel. Et parfois, les plus belles histoires commencent par ces mots simples. « Monsieur Delacroix, votre mère aurait voulu que vous dansiez ce soir. » Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour me soutenir. Et dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette fin? Cette histoire d'amour vous a-t-elle fait rêver? Croyez-vous au pouvoir transformateur de l'amour véritable? 20 ans après leur première danse, Alexandre et Léa Delacroix célébrèrent leurs noces de porcelaine entourées de leurs 4 enfants, car 2 autres étaient venus agrandir la famille, et de leurs petits-enfants. La fondation qu'ils avaient créée était devenue l'une des plus importantes d'Europe, ayant permis à plus de 50 000 jeunes de sortir de la précarité. Ce soir-là, dans le même salon où tout avait commencé, 3 générations dansaient ensemble. Isabelle, devenue une brillante avocate spécialisée dans les droits de l'enfant, faisait tournoyer sa propre fille de 5 ans. Gabriel, médecin humanitaire, avait fait le voyage depuis l'Afrique avec sa compagne pour ne pas manquer cet anniversaire. Les jumeaux, Paul et Emma, âgés de 15 ans, regardèrent leurs parents avec l'émerveillement de l'adolescence qui découvre que l'amour éternel existe vraiment. « Raconte-nous encore comment vous vous êtes rencontrés » supplia la petite Clara, accrochée à la robe de sa grand-mère Léa. Alexandre et Léa échangèrent un regard complice, celui-là même qu'ils partageaient depuis cette première soirée magique. Puis Alexandre prit la main de sa femme et ensemble, ils commencèrent à danser une fois de plus, leurs cheveux maintenant argentés par les années, leurs visages marqués par l'expérience, mais leurs cœurs toujours aussi jeunes et amoureux qu'au premier jour. « Il était une fois, » commença Léa de sa voix douce, « un milliardaire qui ne voulait danser avec personne, jusqu'à ce qu'une femme de ménage s'approche de lui et lui rappelle que l'amour vaut tous les trésors du monde. Et dans ce salon baigné de lumière dorée, au rythme d'une valse éternelle, l'histoire continuait de s'écrire, prouvant que les plus beaux contes de fées sont ceux qui deviennent réalité quand 2 âmes sœurs ont le courage de se reconnaître et de s'aimer envers et contre tout.
30 ans après cette première danse qui avait changé le cours de leur vie, Alexandre et Léa Delacroix étaient devenus des figures légendaires de la philanthropie internationale. Leurs cheveux étaient maintenant entièrement argentés, leurs visages portaient les rides du temps, mais leurs yeux brillaient toujours de la même flamme amoureuse qu'au premier jour. Ce matin d'automne, dans leur bureau commun de la Fondation Delacroix, un magnifique hôtel particulier du 16e arrondissement qu'ils avaient transformé en siège social, ils préparaient la cérémonie du 30e anniversaire de leur rencontre. L'événement promettait d'être grandiose. Plus de 1000 invités du monde entier, des chefs d'État, des personnalités du spectacle, des prix Nobel, tous unis pour célébrer non seulement leur amour, mais aussi l'œuvre considérable qu'ils avaient accomplie ensemble. « Vous rendez-vous compte, mon amour ?» dit Léa, en feuilletant le dossier de presse préparé pour l'occasion. « Ils écrivent que notre histoire a inspiré plus de 50 films, une centaine de romans et d'innombrables chansons dans le monde entier. Qui aurait pu imaginer qu'une simple danse aurait un tel retentissement ?» Alexandre leva les yeux de son ordinateur où il révisait le discours qu'il prononcerait le soir même. À 65 ans, il avait gardé cette prestance naturelle qui faisait de lui l'un des hommes les plus charismatiques de sa génération, mais son regard s'était adouci au fil des années, perdant cette dureté glaciale qui le caractérisait autrefois. « Ce n'était pas une simple danse, ma chérie, » répondit-il avec ce sourire tendre qu'il réservait à elle seule. « C'était le moment où deux âmes sœurs ont enfin cessé de se chercher pour se trouver. Et regardez ce que nous avons construit ensemble. » Il désigna d'un geste large les murs couverts de photos, de témoignages, de récompenses. La Fondation Delacroix était désormais présente sur tous les continents. Ils avaient ouvert des écoles en Afrique, des centres de formation professionnelle en Asie, des foyers d'accueil en Amérique du Sud. Leur programme de bourse avait permis à plus de 100 000 jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à l'enseignement supérieur. Si cette continuation vous plaît, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour m'encourager. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de voir Alexandre et Léa 30 ans après? Cette longévité de leur amour vous touche-t-elle? Mais leur plus grande fierté restaient leurs enfants et petits-enfants. Isabelle dirigeait maintenant la branche européenne de la Fondation tout en élevant ses 3 enfants avec son mari, un architecte humanitaire qui concevait des écoles dans les pays en développement. Gabriel était devenu l'un des chirurgiens les plus respectés de Médecins sans frontières, parcourant le monde pour soigner les plus démunis. Les jumeaux Paul et Emma, maintenant âgés de 45 ans, avaient chacun trouvé leur voie. Paul dans la recherche médicale, Emma dans l'enseignement spécialisé pour enfants en difficulté. Mais ce qui rendait Alexandre et Léa particulièrement fiers, c'était de voir que tous leurs descendants avaient hérité de leurs valeurs de générosité et d'engagement social. Même les plus jeunes petits-enfants participaient déjà aux actions caritatives de la famille, organisant des ventes de gâteaux pour financer des projets scolaires dans les pays pauvres. « Vous souvenez-vous de ce que disait votre mère ?» demanda Léa en se levant pour venir s'asseoir sur l'accoudoir du fauteuil d'Alexandre. « Qu'un arbre se juge à ses fruits? Eh bien, regardez autour de nous. Nous avons planté une forêt entière. » Alexandre passa son bras autour de la taille de sa femme, geste machinal qu'il répétait des milliers de fois depuis 30 ans sans jamais s'en lasser. « Maman aurait été si fière de notre famille, et surtout elle aurait adoré nos petits-enfants. Vous avez vu comme la petite Sophia danse déjà? À 5 ans, elle a le rythme dans la peau. » Sophia était la Benjamine de leurs 12 petits-enfants, fille d'Isabelle, et elle était effectivement douée d'un sens artistique remarquable. Chaque fois qu'elle venait chez ses grands-parents, elle réclamait qu'on mette de la musique pour danser dans le grand salon. Alexandre et Léa ne résistaient jamais à ses supplications, et ces moments improvisés étaient parmi leurs plus précieux souvenirs. « À propos de danse, » dit Léa avec un sourire malicieux, « avez-vous pensé à ce que nous allons dire ce soir quand on nous demandera le secret de notre bonheur ?» Cette question revenait systématiquement lors de chaque interview, de chaque cérémonie. Comment un couple si différent par ses origines avait-il réussi à construire un amour si solide, si durable? Comment avait-il surmonté les épreuves, les critiques, les pressions sociales? « Je dirais la vérité, » répondit Alexandre en caressant les cheveux de sa femme, « que l'amour véritable ne se commande pas, ne se raisonne pas, ne se calcule pas. Il arrive comme un miracle quand on s'y attend le moins, et il transforme tout sur son passage. Notre différence de milieu social n'a jamais été un obstacle, parce que nous partagions l'essentiel, les mêmes valeurs, la même vision de la vie, le même désir de rendre le monde meilleur.
Léa hocha la tête. Et je dirais que l'amour, ce n'est pas seulement le coup de foudre du premier jour. C'est le choix quotidien de se choisir à nouveau, de se soutenir, de grandir ensemble. C'est accepter que l'autre change et évolue, tout en gardant précieusement ce qui vous a unis au début. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Marie-Claire, leur assistante depuis 15 ans, qui venait les informer des derniers préparatifs pour la soirée. Le traiteur était arrivé, les fleuristes terminaient leur composition, l'orchestre répétait dans le grand salon. Tout était prêt pour recevoir le gratin international qui viendrait célébrer avec eux cette histoire d'amour exceptionnelle. « Madame la Présidente », dit Marie-Claire en s'adressant à Léa, car elle était officiellement devenue présidente de la Fondation 5 ans plus tôt. « Votre coiffeur vous attend dans vos appartements. Et, Monsieur le Président, votre smoking est arrivé de chez le tailleur. » Léa se leva en soupirant. « Dire qu'il fut un temps où je me préparais en 10 minutes avec un chignon strict et mon uniforme. Maintenant, il me faut 3 heures pour être présentable. » Alexandre éclata de rire. « Vous étiez déjà la plus belle femme du monde en uniforme de femme de ménage. Tout le reste n'est que superflu. Flatteur. » Léa l'embrassa tendrement sur le front. « À tout à l'heure, mon amour. Et n'oubliez pas de répéter votre discours. Je sais que vous allez encore improviser et me faire pleurer devant tout le monde. »« C'est le but, » répondit Alexandre avec un clin d'œil. Quelques heures plus tard, les salons de l'hôtel particulier de la Croix étaient méconnaissables. Transformés pour l'occasion en une féerie de lumières et de fleurs, ils accueillaient le plus beau monde, dans une atmosphère de fête somptueuse, mais chaleureuse. Car Alexandre et Léa avaient toujours su recevoir, avec cette simplicité élégante qui mettait chacun à l'aise, qu'il soit roi ou ouvrier. Léa était resplendissante dans une robe de soirée bleu nuit, la même couleur que celle qu'elle portait pour leur première sortie officielle 30 ans plus tôt. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon sophistiqué, d'où s'échappaient quelques mèches savamment désordonnées. Elle portait toujours le collier de perles d'Isabelle de la Croix, devenu au fil des ans le symbole de la transmission et de la continuité familiale. Alexandre, dans son smoking noir impeccable, n'avait rien perdu de sa prestance. Il accueillait les invités avec cette courtoisie naturelle qui faisait de lui un hôte parfait, mais son regard ne quittait jamais bien longtemps sa femme comme au premier jour. Parmi les invités se trouvait le président de la République française et sa femme, venus saluer l'œuvre exceptionnelle du couple de la Croix. Il y avait aussi des représentants de toutes les familles royales d'Europe, des industriels philanthropes du monde entier, des artistes, des écrivains, des scientifiques. Mais ce qui touchait le plus Alexandre et Léa, c'était la présence de tous ces jeunes qu'ils avaient aidés au fil des ans et qui étaient venus témoigner leur reconnaissance. Marcus, ancien enfant des rues de Rio, devenu médecin grâce à leur bourse, avait fait le voyage avec sa famille. Aïcha, petite fille soudanaise qui avait fui la guerre et était maintenant ingénieure en France, serrait dans ses bras la femme qui avait changé sa vie. Chen, jeune chinois sorti de la pauvreté, grâce à leur programme d'éducation et devenu entrepreneur social, présentait fièrement à Alexandre l'école qu'il avait fondée dans son village natal. « Voilà notre vraie... Quelle richesse !» murmura Léa à l'oreille de son mari en regardant tous ces visages souriants. « Tous ces destins que nous avons pu changer, toutes ces vies que nous avons pu améliorer. Et dire que tout a commencé par votre audace à me demander de danser, » répondit Alexandre. « Parfois, je me demande ce qui se serait passé si vous n'aviez pas eu ce courage-là. Nous nous serions trouvés autrement, » dit Léa avec conviction. Les âmes sœurs finissent toujours par se reconnaître, d'une façon ou d'une autre. C'était écrit dans les étoiles. Le moment le plus émouvant de la soirée arriva quand leurs 4 enfants montèrent sur l'estrade pour prononcer un discours collectif en l'honneur de leurs parents. Isabelle prit la parole la première. « Papa, maman, nous voulions vous dire devant tous vos amis ce que nous n'arrivons pas toujours à exprimer au quotidien. Vous ne nous avez pas seulement donné la vie, vous nous avez donné un exemple de ce que doit être l'amour véritable. Vous nous avez appris que la différence sociale n'existe que dans l'esprit des gens mesquins, que la vraie noblesse se trouve dans le cœur et non dans les quartiers de noblesse. » Gabriel continua. « Vous nous avez montré qu'on peut être riche et généreux, puissant et humble, influent et accessible. Grâce à vous, nous savons que le bonheur ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. » Paul et Emma conclurent ensemble. « Mais surtout, vous nous avez prouvé que l'amour peut durer toute une vie, quand il est fondé sur le respect mutuel, la complicité et les valeurs partagées. En 30 ans, nous ne vous avons jamais vu vous manquer de respect,
jamais vu cesser de vous admirer l'un l'autre. Vous êtes notre modèle, notre inspiration, notre fierté. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée quand les 4 enfants vinrent embrasser leurs parents. Alexandre et Léa pleuraient ouvertement, submergés par l'émotion et la fierté de voir leurs enfants devenus ces adultes remarquables. Puis vint le moment tant attendu, la danse d'ouverture du bal. Comme 30 ans plus tôt, l'orchestre entama une valse lente, et Alexandre tendit la main à Léa sous les applaudissements de l'assistance. Ils s'avancèrent vers le centre du salon, exactement là où tout avait commencé, et commencèrent à danser. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Un à un, tous les couples présents vinrent les rejoindre sur la piste. Leurs enfants avec leurs conjoints, leurs petits-enfants avec leurs amoureux, les invités de tous âges et de toutes nationalités. En quelques minutes, le salon se transforma en un tourbillon multicolore où dansaient ensemble des rois et des anciens réfugiés, des ministres et des instituteurs, des stars et des anonymes. « Regardez ce que nous avons créé », dit Léa en se serrant contre Alexandre. « Une famille universelle où l'amour gomme toutes les différences. »« Vous avez raison », répondit Alexandre en la faisant tournoyer. « Cette danse-ci est encore plus belle que la première, parce qu'elle rassemble tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous avons aidés, tous ceux qui croient comme nous que l'amour peut changer le monde. » Au milieu de cette symphonie humaine, Alexandre et Léa continuaient à danser comme s'ils avaient encore 28 et 35 ans. Le temps semblait suspendu, les années s'effaçaient, et ils retrouvaient cette magie du premier soir où une femme de ménage courageuse avait osé demander à un milliardaire désabusé de retrouver le goût de vivre. Quand la musique s'arrêta, l'assistance explosa en applaudissements qui durèrent plusieurs minutes, mais Alexandre et Léa ne les entendirent plus. Ils étaient perdus dans les yeux l'un de l'autre, comme au premier jour, se disant sans mots tout l'amour qu'ils continuaient à éprouver après 3 décennies de bonheur partagé. Plus tard dans la soirée, quand les derniers invités furent partis, la famille Delacroix au grand complet se retrouva dans le petit salon bleu où trônait toujours le portrait d'Isabelle. Enfants, gendres, belles-filles et petits-enfants étaient rassemblés autour d'Alexandre et Léa pour ce moment d'intimité familiale qui clôturait traditionnellement leur grande célébration. « Grand-mère Isabelle, » dit la petite Sophia en levant les yeux vers le portrait, « tu as vu comme grand-papa et grand-maman dansent bien? Moi aussi, je veux danser comme eux quand je serai grande. » Tous les adultes sourirent à cette déclaration innocente. Clara, l'aînée des Tomosispons, petit-enfant qui avait maintenant 15 ans, prit sa petite cousine dans ses bras. « Tu sais, Sophia, grand-mère Isabelle dansait encore mieux qu'eux. C'est elle qui a appris à grand-papa quand il était petit. »« C'est vrai ça !» s'exclama Thomas, 10 ans toujours avide d'histoires familiales. « Raconte-nous encore, grand-papa. Raconte-nous comment grand-mère Isabelle t'a appris à danser. » Alexandre regarda le portrait de sa mère avec tendresse. Même après 40 ans, il ressentait encore son absence, mais la douleur s'était muée en gratitude pour tous les moments merveilleux qu'ils avaient partagés. « Votre arrière-grand-mère Isabelle, » commença-t-il de cette voix chaude qui captivait toujours son auditoire, était la femme la plus gracieuse que j'ai jamais connue. Enfin, avant de rencontrer votre grand-mère Léa, ajouta-t-il avec un clin d'œil à sa femme, elle organisait des bals somptueux dans cette maison et tous les invités repartaient émerveillés par sa façon de danser. Moi j'avais 8 ans quand elle a décidé de m'apprendre. « Tu étais douée ?» demanda Emma, 12 ans, avec cette curiosité espiègle typique de son âge. « Pas du tout. » Alexandre éclata de rire. Je trébuchais sur mes pieds. Je comptais les temps à voix haute. Je marchais sur les robes de ma mère. Mais elle ne se décourageait jamais. Elle disait « Mon chéri, la danse, c'est comme l'amour. Au début, on a peur, on se trompe, on tombe. Mais quand on trouve le bon partenaire, tout devient magique. » Léa sourit en entendant cette phrase qu'Alexandre lui avait répétée des centaines de fois au cours de leurs 30 années de mariage. « Et elle avait raison, » murmura-t-elle. « Absolument raison. »« Dis, grand-maman, » intervint Maxime, 13 ans. « Toi aussi tu savais danser avant de rencontrer grand-papa ?»« Un peu, » répondit modestement Léa. « Ma mère m'avait appris quelques pas quand j'étais petite. Mais je n'avais jamais dansé dans un vrai bal avant cette fameuse soirée. J'étais terrorisée. »« Mais qu'est-ce qui t'a donné le courage de demander à grand-papa ?» demanda Lucie, 17 ans, l'âge des grandes questions existentielles. Léa réfléchit un instant avant de répondre. « L'amour, ma chérie. Pas l'amour romantique, pas encore, mais l'amour de l'humanité, la compassion pour quelqu'un qui souffrait.
Je voyais votre grand-papa si seul, si triste, et je me suis dit que sa maman n'aurait pas voulu qu'il reste ainsi. Parfois, il faut oser bousculer les conventions pour aider quelqu'un à retrouver le chemin du bonheur. Et vous n'avez jamais regretté? Cette question venait d'Antoine, 20 ans, étudiante en philosophie qui aimait creuser les sujets profonds. Alexandre et Léa échangèrent un de ces regards complices qui en disaient plus que tous les discours. « Jamais !» répondirent-ils en chœur, provoquant les rires attendris de toute la famille. « Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, » précisa Alexandre, « les critiques, les jalousies, les pressions. Mais nous avons toujours su que notre amour était plus fort que tout ça. Et regardez autour de vous. Nous avons la plus belle famille du monde. Nous avons pu aider des milliers de personnes. Nous avons vécu une vie pleine de sens et de bonheur. Que pourrait-on regretter? Moi, je veux me marier comme vous, déclara Sophia avec la détermination de ses 5 ans. Et moi, je veux créer une fondation comme la vôtre, renchérit Thomas. Et moi, je veux aimer quelqu'un pendant toute ma vie, ajouta Emma. Tous les adultes furent émus par ces déclarations innocentes qui montraient à quel point l'exemple d'Alexandre et Léa avait marqué les esprits de leurs descendants. « Mes chéris, dit Léa en ouvrant les bras pour rassembler tous ses petits-enfants autour d'elle, la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est d'être vous-même, authentiquement et généreusement. L'amour viendra quand il devra venir, de la façon dont il devra venir. Et quand ce jour arrivera, souvenez-vous de notre histoire. L'amour véritable transcende tout, unit tout, transforme tout. » Alexandre hocha la tête. « Et n'oubliez jamais que vous portez en vous l'héritage de 4 générations. Celui de votre arrière-grand-mère Isabelle, qui a consacré sa vie aux autres, celui de votre grand-mère Léa, qui a eu le courage de briser les barrières sociales, le mien qui a appris que la vraie richesse se partage, et celui de vos parents qui perpétuent nos valeurs. Vous êtes les gardiens de cette flamme. À vous de la transmettre à votre tour. » La soirée se termina par un moment que toute la famille chérissait. La lecture du livre d'or de la Fondation, où étaient consignés tous les témoignages des personnes qu'ils avaient aidées au fil des ans. C'était devenu une tradition, lors des grandes occasions, et chacun y puisait l'inspiration et la motivation pour continuer leur œuvre. Ce soir-là, c'est Gabriel qui lut le témoignage le plus récent, celui d'une jeune mère syrienne réfugiée en France. « Monsieur et Madame Delacroix, grâce à votre fondation, mes 3 enfants vont à l'école, apprennent le français et retrouvent le sourire après les horreurs de la guerre. Vous nous avez redonné l'espoir. Vous nous avez montré que la France était un pays d'accueil et de générosité. Mes enfants ne vous oublieront jamais, et quand ils seront grands, ils aideront d'autres enfants à leur tour. Merci de nous avoir sauvés. » Il y eut un long silence ému après cette lecture. Puis Léa se leva et dit simplement « Voilà pourquoi nous nous sommes rencontrés, Alexandre, pour que des mères comme celle-ci puissent retrouver l'espoir. Notre danse n'était que le début de l'histoire. La vraie histoire, c'est tout ce que nous avons construit ensemble pour rendre le monde meilleur. » Alexandre se leva à son tour et prit la main de sa femme. « Et cette histoire n'est pas finie. Tant que nous serons vivants, tant que nos enfants et nos petits-enfants perpétueront nos valeurs, elle continuera. L'amour et la générosité sont immortels. » Puis, dans un geste spontané qui surprit tout le monde, Alexandre mit de la musique et invita Léa à danser une dernière fois dans ce petit salon intime, sous le regard bienveillant du portrait d'Isabelle et les yeux émerveillés de leur descendance. Et tandis qu'ils évoluaient lentement au son d'une mélodie de Chopin, 4 générations de la famille Delacroix comprirent qu'elles assistaient à quelque chose de sacré. L'illustration parfaite de ce que peut accomplir l'amour véritable quand il s'allie à la générosité et au courage. Cette nuit-là, chacun rentra chez soi avec au cœur la certitude que l'amour existe vraiment, qu'il peut durer toute une vie, et qu'il a le pouvoir de changer non seulement le destin de 2 personnes, mais celui de milliers d'autres à travers eux. Et dans leur chambre de l'hôtel particulier des Delacroix, Alexandre et Léa s'endormirent enlacés comme au premier soir, avec au cœur la gratitude immense d'avoir vécu cette histoire exceptionnelle qui avait commencé par ces mots simples et bouleversants. « Monsieur Delacroix, votre mère aurait voulu que vous dansiez ce soir. 40 ans plus tard, leurs arrière-petits-enfants danseraient encore en se racontant l'histoire de ces 2 âmes sœurs qui avaient prouvé que l'amour peut vraiment tout vaincre, tout transformer, tout sublimer. Car les plus belles histoires d'amour ne finissent jamais vraiment. Elles se transmettent de génération en génération, éclairant le chemin de tous ceux qui croient encore au miracle du cœur. Merci infiniment d'avoir suivi cette saga d'amour jusqu'au bout. Si cette histoire vous a ému, touché, fait rêver,
N'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Croyez-vous que de telles histoires d'amour existent? Vraiment? Pensez-vous que l'amour peut effectivement transcender toutes les barrières? Cette fin vous satisfait-elle? Merci pour votre fidélité et votre soutien tout au long de cette belle aventure romantique.